En France, on revendique d'être un pays d'art et de culture, de peinture, etc. Sauf que moi, quand j'ai dit à mes parents que j'allais travailler dans l'animation, ils ont fait la gueule, quoi. First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bonjour et bienvenue sur le 10e épisode d'Exquises Esquisses. Je suis Alexandre Soubrier et outre mon métier de réalisateur de films graphiques, je pars à la recherche d'artistes singuliers autour de l'illustration, de l'animation et des jeux vidéo. Aujourd'hui, je reçois les fondateurs du musée Art Ludique et de la galerie Art Ludique, Diane et Jean-Jacques Launier, deux passionnés qui ont une foi inaltérable dans la nécessité de valoriser les artistes du divertissement et qui leur donnent toute raison d'être, tout simplement. La galerie a exposé des artistes comme Moebius, Glenn Keane, Giger, John Ho, Satoshi Kon, Otomo, Claire Venling, ainsi que quelques-uns de mes invités. Et le musée a accueilli les expositions des plus grands studios d'animation. Pixar, Ghibli, Disney, Aardman, Marvel, DreamWorks, Blue Sky. Sans eux, l'art du divertissement ne serait peut-être pas aussi reconnu que ce qu'il est aujourd'hui. On parle donc dans cet épisode de la mission qu'ils se sont donnée, de ce qui les motive au quotidien, de leur vision à long terme et comment ils se battent pour la réaliser. N'oubliez pas de bien lire les notes de cet épisode très riche en références. Et quant à moi, je vous attends à la fin de cet épisode pour la grosse annonce de l'année. Bonne écoute. Bonjour Diane et bonjour Jean-Jacques, merci beaucoup de m'accorder ces quelques instants dans votre calendrier que j'imagine chargé. Alors en général, moi la première question que je pose, c'est comment vous en êtes venu à faire ce que vous faites, à savoir galeriste et directeur de musée. Je pense que j'ai eu à cœur de prouver que les grands artistes comme Kirby, Moebius ont influencé toute notre époque, ont influencé le street art, le pop art, l'art moderne, le design, la mode, la télévision, le cinéma, et qu'au contraire, ce sont les gens les plus importants de notre époque et sans doute les plus grands artistes contemporains. L'idée de la galerie qu'on a créée, Diane et moi, c'était vraiment, à l'époque, notre rêve a toujours été de communiquer, d'accrocher ces gens-là au mur, de montrer que c'était des artistes. On n'a jamais été ni riches ni avec beaucoup d'argent, donc on ne pouvait pas créer un musée. Notre premier réflexe, ça a été de créer une petite galerie qui était un laboratoire. On a été très fiers parce que le premier à exposer, c'était Moebius, le deuxième, c'était Giger, et on a exposé pendant 15 ans tous les artistes, je pense, de l'entertainment, tous les artistes de l'art ludique. Mais c'est important de préciser que c'était une galerie qui s'appelait Art Ludique déjà, parce que on l'a pas appelé comme beaucoup de galeries de notre nom. L'idée, c'était pas de spéculer ni sur un nom, ni sur des finances. Diane a tenu la galerie pendant 7 ans sans se payer, donc c'est vraiment pas une galerie spéculative, c'est une galerie laboratoire parce que notre projet c'était de clamer le fait que ces artistes méritaient d'être exposés. On a été les premiers à exposer, alors encore une fois, Glenn Keane, Peter de Sèvres, les Ubisoft à travers Assassin's Creed, on a fait toutes les premières possibles et imaginables, et c'est vrai que ça nous a permis et ça nous a aidé de pouvoir réaliser le musée par la suite. Et comment est-ce que vous arrivez à demander à ces artistes de venir dans votre galerie, du coup ? En fait, c'est vrai que la galerie Art Ludique, c'était une galerie différente. On n'était pas une galerie qui exposait uniquement des planches de BD, qui vendait telle planche pour tant. Nous, dès le départ, on allait vraiment chercher les artistes pour aussi leur travail à un moment donné personnel. Ce qui nous intéressait aussi, quand on a contacté John Ho, c'était pas d'exposer uniquement ses œuvres autour du Seigneur des Anneaux. C'était aussi qui crée, qui dessine, qui nous propose des choses. Et ça, en fait, souvent, on s'est rendu compte, malheureusement, ce sont les galeristes ou les gens qui pouvaient les contacter leur proposaient pas vraiment. Et on allait directement voir les artistes. En fait, on les contactait nous directement, alors qu'on les contactait, on les appelait, on les contactait via un email. On allait directement vers eux pour leur proposer de les exposer. On était surtout les tout premiers, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ont tous été étonnés que quelqu'un vienne leur proposer d'exposer. Je me souviens que John Ho, qui est pourtant un des artistes les plus référents, qui a designé pratiquement tout le Seigneur des Anneaux, nous a dit c'est un travail que j'espérais faire un jour, mais je penserais pas que ça viendrait tout de suite. Glenn Keane, qui est le grand créateur qui a passé 36 ans chez Disney, nous a dit
C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être un artiste, mais pour être reconnu comme artiste, il faut que quelqu'un le dise à sa place, et je n'en m'en suis jamais senti aussi près qu'avec vous. Il n'y avait pas de galerie, ça n'existait pas. On a été la première galerie au monde à exposer les artistes de l'animation, du jeu vidéo et de la bande dessinée de cette façon-là. Donc c'est vrai que pour le coup, quand on les appelait, ils étaient étonnés, mais plutôt flattés parce que d'un seul coup, enfin, on reconnaissait leur dimension artistique au sens exposition du terme. Et du coup, vous avez trouvé votre public très rapidement, puisqu'en fait, il y avait sans doute une attente très grande du public à cette époque-là, non ? Des gens qui pratiquaient, qui regardaient les films, qui regardaient les jeux vidéo, etc. Oui, c'est vrai que la galerie, à travers ce qu'on exposait, a connu une notoriété assez rapide. Après, néanmoins, c'était quand même un vrai travail, parce que je me souviens que on a été les premiers à exposer des artistes comme par exemple Arthur de Pince aussi, on a été le premier. Et c'est vrai que lui faisait des travaux de vectorisation, qu'on a fait des tirages numériques, comme pour Assassin's Creed, c'était des tirages numériques uniques, et que, là on parle de 2003, en 2003, les gens n'étaient pas du tout habitués. Donc, on se disait, mais c'est quoi les tirages numériques? C'est une photocopie, etc. Donc, on avait fait des films, et Diane avait mis en scène des films pour expliquer ce qu'était le travail digital. Donc, il y avait vraiment un travail pédagogique pour le public. Évidemment, il y avait tous les passionnés de Moebius, de Giger, etc. qui venaient, mais il y avait aussi plein de gens. Et Diane, je sais qu'elle a suscité énormément de vocations parmi des jeunes créatrices ou des jeunes créateurs qui sont devenus animateurs, réalisateurs. Enfin, je crois que ça a effectivement, auprès de toute une génération, été une grande influence. Oui, c'est vrai, ce travail pédagogique, c'était extrêmement important, puisque étant les tout premiers au monde à mettre également en avant les œuvres numériques des artistes comme Arthur de Pince, il y avait le travail pédagogique auprès du grand public, mais le travail pédagogique auprès des collectionneurs. Et on faisait des vrais rendez-vous avec l'artiste et les collectionneurs. On les faisait tester en fait le dessin vectoriel pour qu'ils comprennent. Et on avait vraiment, on rentrait vraiment dans la technique. On parlait de tout ça, et on passait vraiment des heures à rassurer, à expliquer le travail vraiment des artistes. Oui, parce que quand on voit dans l'art contemporain comment ça se passe autour du marché de l'art, etc., peut-être que les collectionneurs avaient une peur de ne pas pouvoir faire valoir leur collection, c'est ça, ou rien à voir avec ça? Disons que ce qu'on avait envie, et là il faut remonter un peu dans le temps, ça fait pas loin ouais, ça fait un peu plus de 15-20 ans, enfin 2003, ça a presque 2005, c'était à l'époque, il n'y avait pas de galerie. À l'époque, accrocher au mur une planche ou un dessin d'Assassin's Creed, ça n'existait pas. C'était bizarre. Les réseaux sociaux étaient beaucoup moins puissants. Et c'est vrai que l'art contemporain, qui reste hégémonique aujourd'hui et spéculatif, se taillait une part du lion. Quelque part, on a bataillé pour faire de grandes expositions. L'exposition, la première qu'on a fait avec Diane, Miyazaki, Moebius, on a bataillé énormément parce que personne ne voulait faire ce genre d'expo. Quand on a voulu faire Pixar, personne n'a voulu la faire en France. Je veux dire, ça, à l'époque et encore maintenant, évidemment, avec le musée, avec tout ce qu'on a fait, là, on commence à vraiment avoir une résonance et on a des vrais partenaires. Et c'est vrai que je pense qu'on a montré notre travail à travers le monde. Mais à l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau. Encore une fois, l'idée, c'était pas de spéculer, puisque là, si on parle de l'art contemporain, on sait qu'une banane peut valoir 150 000 €, donc on n'est pas du tout sur le même territoire. L'idée, c'était de dire, regardez, ces gens-là sont des artistes incroyables et ils influencent toute la culture de notre siècle. Mais comment vous arriviez à vivre à côté difficilement, elle ne s'est pas payée pendant 7 ans, c'est bien ce que je dis. En fait, on travaillait à côté. Moi, j'ai été journaliste pendant très très longtemps. Qui était mon premier métier. On avait Jean-Jacques travaillait également déjà avec une agence de pub. Et il travaillait aussi à côté dans le cinéma, jeux vidéo. En fait, j'ai travaillé aussi dans la prod télé le week-end. En fait, on travaillait le soir, le week-end à côté, et c'était notre passion. Ouais. Donc maintenant, vous êtes commissaire d'exposition et vous arrivez à faire valoir tout le travail que vous avez fait pendant ces 15 premières années. Vous ne faites plus que ça. Oui, alors effectivement, ça nous a permis
d'avoir effectivement une prise de conscience générale, de pouvoir faire de grandes expos. On a réussi à trouver un lieu muséal dans lequel on a fait des grandes expos qui ont eu un succès colossal. Donc c'est vrai qu'on a été pendant un temps, avant qu'il y ait des problèmes dans le lieu où on était, pratiquement 5e musée français en termes d'entrée, en ayant fait un emprunt bancaire, Diane et moi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été subventionné, jamais été soutenu, jamais été vraiment reconnu, mais quelque part, on faisait plus de 200 000 visiteurs par exposition. Et clairement, c'est vrai qu'on a eu la chance de bosser avec Miyazaki, avec Moebius, avec Stanley, avec tous ces grands artistes, et que ça fait un peu bouger les lignes par essence, quoi. Parce que je pense que effectivement, et Diane et moi, on pense que ce sont les vrais grands artistes du siècle, que Disney a inventé tout un tas de choses et a influencé notre culture, et que ces gens-là dessinent pour divertir, mais dessinent les images les plus marquantes de notre époque. Donc, les gens sont en train d'en prendre conscience encore davantage avec l'apogée du jeu vidéo, l'avènement des plateformes télévision, les séries, et on est en train de réaliser qu'effectivement, ces grands studios sont un peu comme les studios de la Renaissance italienne de l'époque. Les meilleurs artistes du monde entier viennent tous ensemble travailler autour d'une grande œuvre. Donc, les choses sont en train de bouger progressivement. L'hégémonie de l'art contemporain, puisqu'il n'existe encore en France toujours pas de musée de l'animation ou de musée du jeu vidéo, mais reste prédominante. Mais je pense qu'on fait doucement, mais sûrement bouger les lignes. Aujourd'hui, comment ça se passe pour montrer une exposition comme celle de Miyazaki, comme celle que vous faites en ce moment pour les 25 ans de DreamWorks? Quel est votre quotidien? Alors, ça a un peu changé entre l'expo de Moebius Miyazaki, qui était en 2004-2005, et puis aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut revenir sur le parcours un petit peu les 17 dernières années. Quand on a, pour Moebius Miyazaki, pour mettre en place, on s'est aussi beaucoup battu. Tu te souviens, oui, c'était... il a fallu quand même trouver un lieu. Personne n'avait jamais entendu parler dans ce milieu-là, puisque c'était des gens qui étaient dans l'art contemporain en général. Miyazaki, pour eux, c'était un nom de sushi. Ils comprenaient pas du tout. Donc, on a dû se battre pour... Est-ce que vous avez commencé à vous battre vers quelle année à peu près pour monter cette exposition? En 2003. On a commencé en 2003. Oui. En 2003, on a mis plus d'1 an à peu près à la montée. Oui, non, c'est vrai que les gens connaissaient ni Miyazaki ni Moebius, qu'il a été difficile de les convaincre, qu'on a réussi à négocier un partenariat sur la billetterie, qu'ils ont fini par se laisser convaincre, mais que derrière, paradoxalement, quand on a reproposé d'autres choses et qu'on avait lancé le lieu, c'était la Monnaie de Paris, qui n'avait jamais fait d'exposition, et ça a été évidemment un succès colossal avec la première de tous les grands journaux de l'époque, etc. Mais néanmoins, à l'époque, par exemple, sur cette grande exposition qui est restée une première mondiale, Beaux-Arts Magazine n'avait pas fait une seule ligne, parce que c'était pas encore l'apogée qu'on retrouve 8 ans après, quand la Fondation Cartier fait enfin une expo sur Moebius. Donc, on a, sans être ni arrogant ni rien, il y avait un côté peut-être un petit peu visionnaire qui fait qu'aujourd'hui et depuis toute cette époque-là, les studios comme DreamWorks, les studios comme Pixar, les studios comme Aardman, Marvel, etc., nous connaissent bien, savent ce qu'on a fait et savent qu'on a été quelque part les premiers à revendiquer le fait que ces gens-là méritent d'être au musée. Moi, j'avais vu l'exposition Aardman et ça devait être très compliqué à organiser avec toutes ces installations, ces sculptures, etc. Ah, c'était extraordinaire, Aardman. Ça a été pour un rêve d'enfant aussi à réaliser. On a eu la chance d'être dans les studios pendant plusieurs jours, accompagné de Peter Lord, d'Eve Prouston, de tout le monde, et c'était assez extraordinaire de pouvoir sélectionner tous ces décors, c'était long à faire, mais en même temps il y a toujours cette magie qui fait qu'on arrive toujours à trouver des solutions pour tout ce qui est technique, donc et on travaille main dans la main avec les studios, donc on arrive à réaliser de très très belles choses en général avec eux. Mais là aussi, c'est vrai que sur Aardman, par exemple, c'est un bon exemple. On est content parce que cette expo continue à tourner dans le monde entier. Elle est restée plus d'1 an en Corée. Elle a été prolongée 2 fois de suite. L'idée, c'était de montrer l'art. Et c'est vrai que je me souviens que la thématique, au fur et à mesure des salles, c'était l'art qui prend forme, puisque Aardman, c'est Gromit, c'est ces personnages en pâte à modeler. Et c'était
L'idée prend forme avec le dessin. Le dessin prend forme avec la sculpture prend forme avec la lumière, le mouvement donne sa forme à la sculpture. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui s'apparente quelque part au grand sculpteur, parce que c'est encore une fois, c'est le dessin, c'est la peinture, et c'est ce qui plaisait aussi aux gens de Hardman. On a beaucoup travaillé avec eux sur les salles, sur la nature, sur les machines, etc. Il y a un vrai travail pédagogique au sens ludique du terme, c'est l'art ludique, parce que ces gens-là influencent encore une fois, toute notre époque, toute notre culture, ils ont des messages qui sont fondamentaux, qui sont très importants. Creature Comfort, qui est leur premier film oscarisé, c'est un tournage qui se passe dans lequel on voit des animaux interviewés dans un zoo. Ils sont tous en cage. Il y a un très beau jaguar qui est dans une petite cage exiguë. Il y a des singes, etc. Et en fait, la bande son, les interviews sont des interviews de vraies personnes, de vrais humains qui ont été interviewés dans des hospices, dans des EHPAD, etc. Qui disent, je suis un peu à l'étroit, etc. Et c'est extrêmement émouvant parce que effectivement c'est finalement ce reflet entre l'humanité et les animaux qu'ils ont toujours défendus, et aussi enfin voilà ces rapports, c'est extrêmement intelligent et c'est souvent minimisé parce que c'est de la pâte à modeler animée, et effectivement pour une intelligentsia ça reste quelque chose pour les enfants. Or on est en train de se rendre compte, et à travers ce genre d'expo qu'on crée, et que voilà, et quand Diane allait choisir les décors, etc., l'idée c'était justement de pouvoir expliciter tout ça. Ils ont aussi fait Sledgehammer, le clip de Peter Gabriel, qui a marqué son époque. Et quelque part, ces deux créateurs-là ont commencé à créer le studio Hardman, ils avaient 14 ans, quoi. Ils se sont associés à deux. Enfin, ce sont des vraies belles histoires. Je trouve que ça, c'est fondamental. C'est susciteur de vocation pour les jeunes. Et quelque part, ça explique un petit peu tout cet art dont on a besoin qu'il soit reconnu. Oui, puis ce sont des artistes qui aiment transmettre. Donc, on essaye aussi toujours de génération en génération, ils transmettent un message, ils transmettent une passion, ils transmettent aussi voilà leur technique, leur envie de créer. Donc, c'est quelque chose qui traverse le temps. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un effort médiatique à faire pour valoriser tout cet art? Moi, j'essaye de le faire au travers d'un petit podcast, comme ça, en essayant d'interviewer les artistes qui, à mon sens, font l'illustration. Mais du coup, comment est-ce que vous arrivez à justement à marketer tout ça? Enfin, marketer, c'est un mot un peu... Vas-y, la presse générale, enfin, on a toujours été quand même soutenu par... le grand public, la presse générale, les gens nous connaissent assez bien, mais effectivement, c'est plus compliqué ensuite. Sur les institutions, en fait. Le problème, c'est que c'est vrai que les journalistes, il faut le reconnaître, nous ont soutenus massivement, quoi. La communication, ce qui n'était pas vraiment de la communication, et encore moins du marketing, parce que c'est des relations presse. On fait venir les journalistes, on leur fait visiter l'expo la veille de l'ouverture, et eux font des papiers. Donc, quelque part, ils sont le reflet. Et la puissance de cette communication, avec certains qui faisaient des sujets de télé, avec certains qui faisaient des numéros entiers spéciaux, permettait d'avoir effectivement un nombre de visiteurs record. Néanmoins, les institutions ne reconnaissant pas du tout, je veux dire, quand on a fait des grandes expositions comme l'art dans le jeu vidéo d'inspiration française, avec tous les grands studios du jeu vidéo, c'était fabuleux. Il y avait Assassin's Creed, évidemment, il y avait qui se passait dans Paris à l'époque. On avait fait un mur géant dans lequel on voyait tout Paris à l'échelle 1 pendant la Révolution. Enfin, il y avait des installations spectaculaires, il y avait des choses merveilleuses. Il n'y a pas personne, malgré les invitations, ni de la culture, ni de la mairie, ni des nouvelles technologies, n'a daigné se déplacer pendant l'expo pour voir ce qu'était l'ensemble des studios français dans la création du jeu vidéo. Donc il y a cette espèce de dédain un petit peu, et les choses changent clairement pour l'instant, et dans la dynamique qu'on a avec Diane de recréer notre nouveau musée mieux placé qu'il ne fut. On sent qu'on a des accompagnements, on n'a jamais été des politiques, hein, mais clairement, par contre, on sent que il y a des prises de conscience de gens. Alors, on rencontre des députés, on rencontre des ministres, on rencontre des sénateurs ou sénatrices dont les enfants sont fascinés par l'animation ou prennent même sont dans des écoles. On sent que les choses sont en train de changer, que les gens prennent conscience. Par ailleurs, clairement,
le premier genre français cinématographique à l'export. C'est pas nos films un peu financés par je sais pas qui, mais c'est bien l'animation. Donc c'est important aussi de voir que ce sont des milliers d'emplois, que là-dedans il y a beaucoup de travail, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans l'animation, et que les studios français recrutent en permanence. Donc à la fois on connecte l'art, la culture, l'éducation et l'emploi. Donc on sent que ça commence à frémir. Mais que voilà, les autorités commencent à vraiment s'y intéresser bien davantage que ça ne le fut quand on avait notre musée. Et parce qu'on parle beaucoup d'art ludique, d'art contemporain, etc., mais j'ai l'impression que les gens font une différence entre l'art ludique, justement, l'illustration, la bande dessinée, etc., et l'art avec un grand A. Alors, est-ce qu'on peut rapprocher les deux et comment ? Alors, l'art avec un grand A, là, si on parle des plugs géants, du vagin de la reine à Versailles, des toilettes en or massif ou de la banane à 150 000 € qui avait été vendue dans les fêtes, je pense que là, c'est pas très difficile de voir que l'art, il a toujours été aux mains du pouvoir, clairement. Avant, c'était les commanditaires, c'était l'Église, c'était les royautés. Après, ça peut être les grands financiers très riches, et du coup, il y a une espèce de spéculation. Mais pour moi, c'est plus un monochrome blanc ou une banane. Je veux bien qu'on dise que c'est de l'art, mais après, on trouve des performeurs russes qui font brûler la Banque de France et on dit que c'est une performance artistique. Je pense qu'après, il y a une sémantique, et j'espère que les choses vont évoluer, parce que d'abord, c'est faux, et puis je trouve que ça déconnecte un large public et surtout un jeune public de ce qu'est l'art. L'art, depuis l'aube des temps, depuis l'homme de Cro-Magnon, depuis les hiéroglyphes égyptiens, depuis la tapisserie de Bayeux, les hommes dessinent et font des peintures pour communiquer avec les autres hommes, depuis toujours. Et la communication, c'est la base de toutes les cultures. C'est aussi une façon de transmettre aux générations futures qui ils étaient, à quoi ils rêvaient, de quoi ils avaient peur. Qui fait ça aujourd'hui ? C'est sûrement pas les bananes ou les toilettes en or massif à 5 millions d'euros. C'est justement les gens de l'illustration, de l'animation, du jeu vidéo, de la bande dessinée qui racontent qui on est. Et c'est même très spectaculaire à voir. Ça devrait être une évidence, parce que ça l'est de fait quand on s'y intéresse. On voit à quel point des personnages comme le Joker, par exemple, qui a été créé en 1939, se retrouvent aujourd'hui dans la rue, dans les manifestations au Liban, où il est partout, où des personnages comme le personnage de V pour Vendetta se retrouvent dans les masques de Hong Kong. Enfin, l'art véritable, il est là, il est repris par une essence populaire qui s'identifie, et je pense qu'on est maintenant à quelques années d'avoir un vrai courant artistique reconnu, et on est content d'y avoir participé initialement, mais l'art contemporain, je veux dire, il y a une phrase que j'aime bien qui dit il y a une différence, il y a une petite séparation, très fine séparation entre avoir tort et être visionnaire. Hélas, pour l'avoir, il faut être visionnaire. Et je pense que c'est un peu ça. Et je crois qu'il faut bien, si on prend conscience, si on prend un peu de recul de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui et de tout cet univers magique qui est véhiculé par cet art ludique, les choses vont, à mon avis, se rééquilibrer. Alors, vous avez évoqué l'arrêt du musée art ludique. Est-ce qu'on peut en connaître la raison ? Basiquement, et s'il faut être vraiment factuel, et là, pour le coup, vous parliez de Hartmann, mais pratiquement à la fin de l'exposition Hartmann, et sans polémiquer, et c'est pour ça d'ailleurs on n'a même pas communiqué, mais il y a le premier grand camp de migrants à Paris s'est installé juste devant la porte du musée. Et si aujourd'hui on voit cette crise dans la culture parce que les gens ne peuvent plus travailler, nous on n'a pas pu travailler parce qu'il y avait 1000 migrants devant la porte, il y avait un camp de plus de 600 tentes et ils sont restés 1 an. Oui. Et encore une fois, leur situation étant encore plus terrible que la nôtre, on n'a pas commencé à polémiquer. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est comme ça. Sauf qu'il y avait des femmes qui accouchaient devant la porte du musée, sauf que les gens ne venaient plus, sauf que voilà, et que on a été obligé de bouger. Ça a été catastrophique pour nous. On n'y était pour rien, n'étant pas subventionné. On a été aidé par personne. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, les autorités commencent à comprendre qui on est, notre intention et ce qu'on a fait. À l'époque, c'était vraiment pas le cas, donc personne ne nous a tendu la main et on était obligé d'arrêter.
parce que voilà, un an sans activité, on peut pas tenir avec une dynamique pareille. Donc on a heureusement vécu. Le paradoxe, c'est que nos expositions à l'étranger cartonnaient dans les grands musées du monde entier, mais à Paris, personne ne nous aidait, et malgré les difficultés qu'on rencontrait dans cette actualité douloureuse, on a été obligé de partir. D'accord. Et alors, le prochain musée art ludique va s'ouvrir Gare Saint-Lazare. Est-ce que c'est un lieu stratégique ? J'imagine que vous l'avez étudié avec soin. Oh ben c'est magique, c'est pas stratégique, c'est magique. D'abord, c'est au cœur de Paris, et puis c'est la première gare de France, c'est 1837, hein, c'est un lieu historique, c'est 120 millions de voyageurs par an, et puis c'est surtout des voyageurs passionnés, évidemment, de toute cette dynamique. Il y a plein de jeunes qui regardent des vidéos, qui jouent aux jeux vidéo, qui lisent des BD ou de l'animation, mais c'est aussi ultra bien situé au centre de Paris, à côté de l'Opéra, pas loin des Champs-Élysées. Enfin, on peut pas être mieux. Surtout que la SNCF est très fan de ce projet. Ils sont bien conscients que voilà, leurs voyageurs, c'est là où les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que le soutien de la SNCF, qui est un soutien passionné, hein, je veux dire, ils sont tous passionnés. C'est vraiment génial de bosser avec eux parce qu'ils font tout pour optimiser les salles qu'on va pouvoir faire, etc. Donc on est vraiment dans une émulation, et ils sont conscients que ça va nous permettre, et ça va leur permettre de communiquer sur cette culture, sur cet art, et que on va avoir un maximum de visiteurs, mais c'est aussi un message très fort sur les générations futures. Et alors, quelle va être la première exposition de ce nouveau musée ? Alors, ça va être un peu différent du premier musée, en fait. On va avoir un vrai bel espace permanent, évolutif, dans lequel on va pouvoir raconter enfin toute l'histoire de l'art ludique. Donc ça, c'est ce qui nous manquait dans le premier musée. Et là, l'espace à Saint-Lazare, nous étant plus grand, nous permet de recevoir, de pouvoir dessiner une scénographie où on va pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. On a la possibilité de raconter toute cette histoire de l'art ludique qui nous tenait à cœur depuis des années et des années. Non, c'est vrai que voilà, on avait à l'époque dans notre premier musée, on avait effectivement un petit manque de place, et on a toujours rêvé de faire cette expo. On veut connecter donc l'exposition permanente évolutive, puisqu'elle se renouvellera en fonction d'une certaine actualité, présentera à la fois les premiers grands artistes du 19e pour montrer à quel point ils sont un peu les visionnaires de leur époque, Rackham, Philippon, Doré, Daumier, mais aussi Hokusai ou Winsor McKay. Donc on aura une introduction comme ça qui va montrer à quel point ils ont été influents sur leurs successeurs, et puis on va remonter le fil du temps de l'histoire de l'art, clairement, puisqu'on parlait d'histoire de l'art tout à l'heure. On va avoir les premières bandes dessinées, on va voir que ces grands illustrateurs et caricaturistes ont amené au premier cartoon, Segar, enfin tous ces gens-là. Et puis avec la technologie qui est fondamentale, il va y avoir la naissance de l'animation. Donc on va montrer à la fois la naissance de l'animation avec des gens comme Disney, mais avec des gens comme Tezuka ou avec des gens comme Grimaud, puis la BD contemporaine, puis l'animation contemporaine, puis le jeu vidéo. Donc ça va être un gros morceau, et ça va être passionnant parce que ça nous permet de raconter l'histoire qu'on a toujours voulu raconter. Elle sera évolutive parce que dans les salles d'animation, dans les salles de BD, dans les salles de jeux vidéo, on renouvellera de sorte qu'on va garder ce fil rouge d'histoire de l'art, mais on aura toujours quelque chose de nouveau pour les visiteurs. Et puis, il y aura la deuxième partie qui sera l'expo temporaire, un peu dans le modèle de ce qu'on a toujours fait, sur lequel on est en train de travailler. Et la première grande expo, on pourra la révéler que dans quelques mois, parce que évidemment, on est en train de l'écrire, on est en train de travailler dessus, mais on va faire une belle communication quand les jours seront meilleurs et que les gens auront envie d'entendre des bonnes nouvelles. Ouais, ça c'est sûr. Mais alors, la galerie Art Ludique, celle qui a fait émerger tout votre désir de promouvoir ces illustrations, cette bande dessinée, etc. Qu'est-ce qu'elle devient maintenant ? Alors, on a fermé la galerie en 2018. Alors, c'est tombé par hasard la même année que le musée, mais on l'a fermé tout simplement parce qu'on arrivait à la fin d'un cycle. Et on avait envie de se concentrer sur le musée,
de se concentrer sur l'écriture du futur musée. On avait envie de, voilà, on continuait à faire nos expositions à l'étranger. Ça nous prenait beaucoup de temps puisque on nous demandait aussi de faire quelques allers-retours et d'aller présenter l'art ludique et l'exposition Hardman ou DC Comics aussi, voilà, dans le monde. Donc, ça devenait un petit peu, voilà, compliqué de pouvoir concilier les deux. C'est pour ça qu'on s'est... Elle reste sur Internet, mais Oui. c'est vrai qu'on a fait elle reste. Mais c'est vrai aussi, encore une fois, qu'en 2003, quand on a ouvert avec Diane, et c'était un combat parce que je me souviens l'après-midi quand elle y allait, elle restait toute seule. Enfin, à la fois elle était médiatique, mais en même temps il y avait toute une initiation. En 2018, l'initiation elle est plus à faire. Il y a plein de galeries, tout le monde se bagarre un peu. Il y a des ventes aux enchères, etc. Maintenant les artistes vendent en ligne, ce qui est très bien, tant mieux pour eux aussi. Mais disons que le travail qu'on voulait faire de dire ces gens-là méritent d'être exposés, il est presque devenu évident. C'est pour ça que pour nous, quitte à remettre une mini-galerie dans le musée pour avoir des tirages limités ou des œuvres, pourquoi pas. Mais notre propos maintenant, c'est plus de pouvoir aider un large public à s'initier, à découvrir ce qu'est cet univers, peut-être à apprendre des métiers, à leur montrer les métiers différents, ergonomes, level designer, enfin, tous ces métiers dans lesquels ils peuvent travailler, à leur montrer qu'en France, la France est le 3e pays au monde en termes d'animation comme en jeux vidéo, que les Mignons ils sont faits en France, que plein de choses comme ça. C'est passionnant de pouvoir s'attaquer à l'éducation, etc. On est content qu'il y ait plein de galeries maintenant, alors qu'il n'y en avait aucune quand on a commencé. Mais disons que en termes dans notre univers, disons que voilà, on a plus envie d'aller dans ce côté culturel, artistique et de faire reconnaître encore plus avant ce mouvement. Parce qu'en fait, la galerie s'adressait plus à des riches collectionneurs, j'imagine. Non, pas riches. Il y avait des choses à quelques centaines d'euros. On n'a jamais vendu des choses spéculatives. Nous, c'est bien pour ça que Diane ne se payait pas pendant 7 ans. Clairement, même ce qu'on essayait de faire, il y avait des débutants, il y avait même des gens qui sortaient des gobelins. Bien sûr, il y avait des artistes célèbres, mais leurs œuvres restaient accessibles. C'est d'ailleurs la passion de faire une collection, c'est de pouvoir se la payer. Alors, quelques centaines d'euros, ça reste de l'argent, mais on n'est pas dans quelques millions d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Ça n'a jamais été le cas. Au contraire. Même Moebius, quand on l'a fait, puisque Moebius a été le premier, on parlait, on était à moins de 2000 euros sur une œuvre qui maintenant, on les a retrouvées dans les grandes ventes aux enchères, ça vaut une fortune. Mais voilà, c'était aussi important, et je me souviens que je disais à Moebius à l'époque, c'est pas possible qu'un de tes dessins ça vaille 300 euros alors qu'un monochrome blanc à la FIAC ça vaut 350 000 euros. Enfin, à un moment, il va falloir faire quelque chose. Donc, c'était pas pour l'argent, mais c'était pour dire voilà, ces artistes-là, ils sont magiques, il faut les exposer, et la collection, c'est là qu'elle est à faire. C'est vrai que nous, on avait un très large public. Les gens qui achetaient pouvaient nous faire 12, 15 chèques pour pouvoir se payer un dessin à 500 euros. C'était des choses qu'on partageait avec eux, qu'on en parlait. Enfin, il y avait on se liait aussi presque d'amitié avec tous ces gens qui passaient, qui étaient passionnés par cet univers. Donc c'était aussi une certaine forme de magie, et c'était aussi magique pour eux parce qu'ils avaient la possibilité de pouvoir discuter et d'acquérir un dessin qu'ils pouvaient mettre sur leur mur et qu'ils garderaient toujours. Alors justement, cette question de la fixation des prix, elle m'intéresse, puisque à un moment donné, on va dans une galerie et dans une autre, les prix ne sont pas du tout les mêmes et changent drastiquement. Est-ce qu'il y a une règle pour les fixer ou pas ? Non, alors nous, encore une fois, on n'a jamais été dans cet univers-là, donc on a toujours été extrêmement raisonnable, extrêmement accessible quand même, très sincèrement. Je pense que les plus grandes œuvres qu'on a pu vendre, les plus chères, ça devait être 5 000 euros, un truc comme ça. Et alors vraiment, ça a été 4 fois en 15 ans. Mais parce que on demandait des crayonnés, des esquisses, des choses, des dessins de production. Enfin, par contre, c'était d'une qualité rare. Hein. C'était les originaux de Marjane Satrapi, c'était les originaux d'un peu tout le monde, de Moebius, de Giger, etc. Voilà, pour nous, c'était ça le travail d'une galerie. C'était de montrer que ces gens sont des grands artistes, de les exposer et de permettre à un maximum de gens de pouvoir les collectionner, que ce soit un petit dessin, un tirage limité, enfin voilà. Après, maintenant, effectivement, on sent que cette espèce d'art ludique est en train d'avoir une reconnaissance parce qu'il commence à y avoir une émulation
notamment principalement, je pense, à cause des ventes aux enchères qui ont relevé la barre très haut et de façon médiatique, et que maintenant, on va aller... Après, tant mieux, parce que c'est normal que les artistes puissent aussi gagner des sous sur leur travail. Je trouve que c'est bien. Dans la bande dessinée, c'est suffisamment difficile. S'ils peuvent vendre des originaux, c'est bien, et tant mieux si ça vaut un peu d'argent quand même. Après, le prix je pense qu'il faut faire bien attention. Ça peut être un peu la... Nous, on discutait directement avec les artistes, en fait. Donc, les prix, ils étaient faits de cette manière-là. Et puis, quand ensuite, il y a un artiste, alors après, comme John O, Giger, il y a des artistes Otomo, qui sont reconnus. Il y a déjà eu des cotes, en fait. Ils ont une mini-cote qui s'instaurait de fait, quoi. Par rapport, si on a déjà fait une première expo en 2005, si on en fait une autre en 2010, on va pas mettre, les œuvres, continuent à prendre un tout petit peu, mais c'est vrai que nous, on en discutait directement avec les artistes. Après, on essayait de faire très attention justement à ça aussi. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a jamais trop suivi ce que faisaient les autres galeries, ou nous, on était vraiment dans notre univers très art ludique, en fait, comme on était un petit peu à part. On essayait de préserver aussi cette différence et ces relations qu'on pouvait avoir en direct avec les artistes ou les studios. Alors, comment est-ce que vous voyez évoluer dans les prochaines années ? Outre évidemment le musée qui va ouvrir l'année prochaine. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ce musée, est-ce que vous avez un objectif ultime ? Non, mais ce musée, c'est déjà dément. Dans le monde entier, c'est vrai qu'on parle avec tous les studios du monde entier. Ils sont comme des fous de voir ce monument historique qui a été peint par les plus grands impressionnistes, devenir un lieu central de l'art ludique. C'est quelque chose de génial. Donc là, ça nous fait une programmation incroyable. On est déjà en contact avec tous les grands musées internationaux, puisqu'on a exposé en Australie, au Japon, en Corée, en Angleterre. Donc, on va pouvoir faire tourner nos expositions, échanger. Et puis, notre idée, c'est effectivement de pouvoir instaurer ce courant artistique, de le faire reconnaître une fois pour toutes, et de participer à l'émulation que ça peut susciter, au sens de la formation, de l'éducation. C'est très important pour un public jeune, un musée comme ça, parce que encore une fois, par rapport je vais pas polémiquer sur l'art contemporain, mais c'est vrai que le pouvoir d'identification d'un jeune, ce qui était génial quand on le voyait arriver au musée, c'est qu'il voyait au musée, accroché au mur, des personnages, par exemple, qu'il connaissait. Et c'est très revalorisant de voir des personnages qu'on connaît. Et du coup, il parlait avec ses parents, il disait, regarde, c'est Spider-Man, c'est un super beau croquis de Kirby ou des choses comme ça. Et puis les parents, évidemment, connaissaient très bien Spider-Man. Et du coup, c'est un dialogue qui s'instaure entre les parents et les enfants autour d'une œuvre d'art. Et pour nous, c'était l'essence même du musée, normalement. Or, je pense pas que ce soit le cas dans beaucoup de musées actuellement. Et ce qu'on a envie, c'est que ces choses-là changent, que ça puisse susciter des vocations, des revalorisations. On avait plein d'écoles qui venaient nous voir, même des scolaires en difficulté, leur dire que d'un seul coup, il y a une possibilité de travailler dans ces studios, ce qu'ils imaginent même pas. C'est aussi peut-être une forme de motivation de pouvoir s'accrocher, et pas forcément s'ils sont des génies du dessin. Ils peuvent s'accrocher un peu en maths, faire de la programmation, faire du codage. Il y a plein de boulot. Pôle emploi dit qu'il y a plusieurs milliers d'emplois qui trouveront pas preneurs encore cette année dans l'animation, parce que justement, personne dans les autorités n'auront communiqué dessus, les auront soutenus, et je crois qu'on peut participer à changer ces choses. Donc ça nous fait, je pense, un vaste programme. Mais alors justement, les développeurs et les gens peut-être un peu moins visuels sont considérés aussi comme des artistes, du coup ? Et ils participent. On parlait des studios de la Renaissance italienne. C'est tout un tas de talents, en fait. C'est des talents. Je veux dire, on discutait justement de DreamWorks, Pierre-Olivier Vincent, qui est le directeur artistique de la trilogie Dragon, les 3 films qui étaient notamment en compétition aux Oscars cette année, nous disait, c'est incroyable pour moi, parce que à la fois, évidemment, moi je suis directeur artistique à la base et je faisais des illustrations justement des Donjons et Dragons, et je suis parti aux États-Unis, et maintenant je travaille avec la NASA, je travaille avec le MIT qui nous fournit des programmes, qui m'aident à travailler. Donc effectivement, il y a toute une partie technologique qui est très importante. Mais ce qu'il disait aussi, et c'est ça qui était drôle, il disait le problème, c'est que
en France, on revendique d'être un pays d'art et de culture, de peinture, etc. Sauf que moi, quand j'ai dit à mes parents que j'allais travailler dans l'animation, ils ont fait la gueule, quoi. Donc c'est vrai que c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on change, et c'est vrai que je pense qu'un musée, avec la résonance qu'il va avoir, placé comme il est, ça peut participer à ce changement. Complètement. Mais du coup, l'objectif ultime, c'est que les parents fassent plus la gueule à leurs enfants qui veulent faire de l'animation. Non, mais c'est fou, quoi. C'est pour ça d'ailleurs, en plus, ce qui est génial dans ce nouveau musée, c'est qu'on va également avoir un espace pour les ateliers. En fait, à l'époque, on écrivait toutes les fiches pédagogiques qu'on remettait aux enseignants. Même moi, à l'époque de la galerie, je recevais les écoles gratuitement le mercredi, où je discutais avec les enfants de l'art, mais aussi de la technologie, parce que juste expliquer ce qui est de la 3D aux enfants, on se rend compte qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc il y a il y a un échange à avoir, et ils sont curieux et ils ont envie d'apprendre. Donc là, avec ce nouveau musée, et c'est pour ça que ça reste quand même aujourd'hui le but ultime, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est aussi cet espace atelier où on va avoir la possibilité de recevoir les enfants, les étudiants, aussi des gens un peu plus professionnels. On va pouvoir vraiment faire que tout le monde puisse se rencontrer, les artistes et les professeurs et les écoles. On va pouvoir faire des échanges, et donc on va être toujours sur cette transmission qui est extrêmement importante pour ensuite faire que pourquoi pas, comme disait Jean-Jacques, susciter des vocations, et qu'effectivement les parents puissent comprendre que qu'il y a du travail, il y a aussi beaucoup de choses. Enfin voilà, il y a un vrai apprentissage à faire. Il y a un vrai apprentissage au niveau du jeu vidéo à faire quand on en parle. Donc on va être vraiment dans l'éducation, dans la pédagogie aussi, et dans l'art. Donc c'est vrai qu'on est en ce moment sur toute cette écriture, et ça va être un autre travail au quotidien. Je me souviens, alors je me souviens plus du nom de la galerie Art et Métiers à Paris, qui avait fait une exposition sur le stop motion, et il y avait un atelier de stop motion, et c'était vraiment passionnant justement de pouvoir manipuler les choses comme ça, et c'est ce genre d'atelier que vous comptez faire du coup dans Oui, tout à fait. Ça, c'est le type d'atelier aussi qu'on avait fait ou qu'on fait dans d'autres musées avec Artman, mais c'est exactement ça. C'est tous ces ateliers qui font qu'on va apprendre, on va découvrir comment, évidemment, on crée un film d'animation, comment on crée un jeu vidéo, mais comment on code dans le jeu vidéo. Comment on devient un caractère designer. En fait, on va passer donc du dessin à la technologie. On va être vraiment sur les nouvelles technologies, et on va travailler main dans la main avec toutes les écoles, avec tous les studios. On en parle aussi avec tous les studios. Donc, on est vraiment là-dedans, et on va développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, d'ateliers et de choses de ce type-là. Mais c'est vrai que sur l'exposition Artman, qui était de la stop motion, pour le coup, on avait à peu près la même chose. C'est vrai qu'on avait justement, quand on avait visité les studios et qu'on avait passé du temps chez Artman, on avait vu les tables des artistes, et on avait dit, est-ce qu'on peut avoir une table complète comme ça avec tous vos outils? Et elle était dans l'exposition, et puis on avait filmé l'un des grands artistes sculpteurs de personnages qui expliquait la stop motion, qui expliquait qu'il fallait une journée entière pour faire une seconde de film, et qui expliquait comment. Donc il y avait tout ce côté pédagogique, comme je disais, qu'on a toujours eu dans l'expo, et que effectivement Diane avait dans la galerie. Encore une fois, c'est vrai que le mercredi, si on allait dans la galerie, c'était les écoliers étaient assis par terre toute la journée. C'était pas vraiment une galerie où un collectionneur un peu hautain arrive, parce que c'était un cauchemar. Mais c'est ce qu'on avait envie, c'était des lieux de vie en fait, ce qu'on avait envie. Et c'est vrai que ça a toujours été pédagogique, parce que on a expliqué aux gens ce qu'était le digital, on a expliqué ce qu'était le numérique, les tirages, le vectoriel, la stop motion. Et ça, on a commencé en 2003 à faire ça. Donc on est content encore une fois que ça ait suscité des émulations, et que les choses bougent comme ça maintenant. Je pense que maintenant le projet majeur, c'est effectivement de le porter dans un musée. Le fait que ce soit dans un monument classé historique tel que Saint-Lazare lui donne des lettres de noblesse incomparables, et ça va être un peu notre challenge prochain. Ça va être quelque chose, c'est énorme, mais c'est un peu ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte de voir émerger le musée, dont moi d'ailleurs. Merci. Et est-ce que ce musée sera subventionné enfin?
ou pas? Toujours pas. Non, alors on a créé Non, toujours pas. On a créé une association pour créer ce musée. Comme ça, encore une fois, là aussi, c'est vrai qu'à part quand c'est les très 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 puissants peuvent se permettre tout, mais pour le commun des mortels, il vaut mieux effectivement créer une association parce qu'on montre ainsi que notre but n'est pas commercial. Et c'est vrai qu'il ne l'est pas. C'est une association, donc comme son nom l'indique, à but non lucratif, et donc tout ce qui est versé au musée permet de faire vivre le musée. Alors l'avantage, c'est d'avoir des mécènes, et donc cette dynamique-là, c'est aussi une partie de notre travail, c'est d'aller voir des gens, de chercher des sous, de leur demander des mécènes. Alors c'est un peu déduit, entre guillemets, de leurs impôts quand ils sont très riches, donc on peut parvenir à en trouver, mais on trouve surtout des mécènes passionnés, et aussi des mécènes dans l'industrie justement créative qui peuvent nous aider à la fois par du contenu, à la fois financièrement, à la fois à faire vivre ce musée. Mais donc c'est vraiment un musée collégialement à tout le monde puisque c'est une association à but non lucratif. Donc clairement cette dynamique, on n'est pas subventionné. Peut-être qu'on le sera un jour, peut-être qu'on aura un soutien. La SNCF s'implique très fort et participe aux travaux. Pour le coup, la SNCF est quand même partie prenante et très fière et nous a permis de nous installer dans un lieu incroyable au 3e étage avec un ascenseur direct au musée. C'est un espace extraordinaire. Donc là, on a déjà effectivement des partenaires de ce type-là qui se joignent à nous et donc on est en train de susciter collégialement un intérêt et de financer ce musée de cette façon-là. Très bien. Ben, moi, je trouve ça génial de discuter avec des gens passionnés au point de faire vivre cet art en France. Et donc, on arrive à la fin de ce podcast et j'ai ma question finale qui est toujours à peu près la même. Est-ce que vous avez un objet culturel que vous recommanderiez plus que tout, qui vous a marqué ces derniers temps ou même qui vous marque depuis longtemps? Alors pour ma part, je suis un gamer fou, donc je passe ma vie à jouer. Le jeu vidéo qui m'a marqué il y a quelques temps, c'est Detroit, qui est un jeu vidéo français de Quantic Dream, qui est extraordinaire. Parce que, voilà, c'est à la fois une poésie contemporaine et je me souviens que j'avais écrit aux gens de Quantic Dream qu'on connaît bien puisqu'on les avait exposés. Je leur avais dit, si on fait ce métier, c'est pour montrer des choses comme ça, quoi. Après, il y en a plein. Et encore une fois, là, je viens de me faire encore les derniers Assassin's Creed. C'est magique, mais tout est magique. Le jeu vidéo de Hardman, qui est un tableau impressionniste vivant sur Eleven sur la Première Guerre mondiale, qui est un hymne à la paix, est fabuleux. Ouais. Moi, je trouve que cet art ludique, il est magique de façon constante dans la bande dessinée et l'animation. C'est difficile. Moi, j'avoue, c'est très très difficile de répondre parce que en tant que passionné, il y a tellement de choses qu'on bercé. En fait, moi, mon enfance, mon adolescence, ma période actuelle, c'est pour ça que je pense pas pouvoir répondre à cette question. C'est trop compliqué. Il y a beaucoup trop de choses en fait qui en tout cas moi m'ont forgé et me forgent encore et c'est très compliqué. D'accord. Mais c'est vrai que Diane, du coup, là, par exemple, elle est dans le jury du festival d'Annecy cette année, même s'il est là. Donc, c'est vrai qu'elle voit des dizaines de choses. C'est-à-dire que c'est vrai que vu qu'on passe notre temps là-dedans et que clairement, on est évidemment pas blasé, mais au contraire transcendé, c'est magique, quoi. Encore une fois, là, j'ai vu sur quoi elle était, sur les extraits des films d'animation, c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai que en sortir un plus qu'un autre, quand il y en a, il faudrait en citer des dizaines pour le coup, pourrait effectivement être représentatif d'un climat et c'est vrai que ça dépend des époques voilà, donc mais moi non, je dirais ce qui est passionnant, c'est effectivement c'est d'être toujours en fait à la recherche de ces créateurs, à la découverte de ces créateurs d'univers. C'est vrai que moi, allez, je vais quand même donner un exemple qui m'a marqué. Comme ça, au moins, je vais en donner un parce que c'était une claque au niveau de l'animation. C'était le film de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps, qui a été quand même très 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 important. En tout cas, je trouve que ça marque son histoire et ça marquera une histoire. Donc j'ai donné un exemple. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Que, on a eu la chance on le connaît bien et c'est intéressant de voir comment ils bossent, comment ils ont amené l'animation sur un autre terrain, je trouve, et encore une fois presque expérimental, mais en même temps c'est une super aventure. Ce qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir partager effectivement.
on a la chance aussi de travailler avec des étudiants, par exemple des Gobelins. On a la chance de rencontrer beaucoup. Et ce qui est bien, c'est de partager aussi entre générations. C'est vrai qu'on apprend énormément de choses, on découvre énormément de choses et on partage. Et en fait, voilà, je trouve donc intéressant aujourd'hui de pouvoir regarder des courts-métrages des étudiants de fin d'année des Gobelins et reprendre les Maîtres du Temps, où on regarde tout en terminant par la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc c'est très très compliqué. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'artistes français d'ailleurs qui s'exportent à l'étranger plus qu'ils ne restent en France, j'ai l'impression, dans le jeu vidéo et dans les grands films d'animation. Ah oui, non, ouais. C'est vrai que chez DreamWorks, ils ont à peu près 30% d'Américains chez DreamWorks. Donc, les Français sont prédominants. Je parlais du directeur artistique de la trilogie Dragon, mais le créateur de l'ensemble des personnages, que ce soit Kung Fu Panda, Dragon, etc., c'est Nicolas Marley. Enfin, les Français sont partout. C'est vrai qu'on a des écoles incroyables. On citait les Gobelins avec qui on est partenaire, mais on est aussi partenaire du RECA, qui est le réseau français des écoles d'animation. Il y a des talents incroyables. On a quand même cette reconnaissance au niveau éducatif qui est très importante. C'est pour ça que voilà, il nous manque, je pense, un grand musée. Mais en tout cas, en termes de savoir-faire, le studio, c'est vrai que le studio Illumination, qui fait comme on sait, je sais que on expliquait ça, par exemple, à des politiques. On disait, est-ce que vous connaissez Illumination? C'est un des plus grands studios du monde. Ils ont fait Les Mignons, ils ont fait Moi Moche et Méchant. On va dire, oui, je vois qui c'est. C'est les plus grands blockbusters. Est-ce que vous savez qu'ils sont dans le 15e à Paris? Et là, ils tombent des nues. Et est-ce que vous savez qu'ils cherchent à recruter des collaborateurs? Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que les Français rayonnent sur le monde, ont un savoir-faire, à la fois un talent et une approche qui fait que les choses avancent bien. Donc on est effectivement reconnu dans le monde entier, à la fois dans nos studios français, parce que Marvel sous-traite en France sur l'animation, Disney aussi. Enfin, il y a plein de choses qui se font, et à la fois à l'étranger, parce que c'est sûr qu'à la sortie des écoles, notamment comme celle des Gobelins, les grands studios de tout du monde entier viennent voir un peu qui sort de l'école pour essayer de l'amener dans le studio. J'ai l'impression que c'est éminemment politique, quoi, en France, du coup. À quel niveau? C'est-à-dire pour faire reconnaître l'art tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et dans l'art ludique, justement. Enfin, oui, encore une fois, ça bouge un petit peu, ça frémit, mais c'est vrai qu'il y a cette hégémonie, mais sans doute qui est due à la puissance financière de ceux qui possèdent les collections et qui, du coup, dirigent les musées, puisque les vrais grands musées n'ont même plus l'argent pour faire venir les grands artistes, entre guillemets, comme Jeff Koons, etc. Donc, c'est toujours des grands collectionneurs qui, entre guillemets, prêtent leur collection et qui, finalement, contrôlent tout. Après, je critique rien, hein, on sait comment ça se passe. C'est comme ça que ça se retrouve à Versailles, c'est comme ça. Mais en même temps, je pense que je crois qu'inévitablement, cet art qui touche le public et qui nous touche tous va finir par avoir une reconnaissance, et qu'il y a plein de gens qui essayent de faire bouger les lignes et que les choses vont bouger, parce que je crois qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte à quel point c'est prédominant dans notre culture et dans notre process de décision. Même les films d'animation, on voyait des studios français qui font des productions qui touchent 190 pays dans le monde. Or, ces gens-là, finalement, communiquent à des centaines de millions de jeunes téléspectateurs, un éveil artistique. Donc c'est fondamentalement important, parce que ils regardent des films d'animation un peu drôles, je sais pas, je dirais Oggy et les cafards ou des choses comme ça, mais qui a une super créativité, et ça va changer finalement toute leur perception de l'art, de la culture, de la couleur, des perspectives sur toute leur vie. Donc c'est vraiment une mission sacrée, pédagogique, culturelle et artistique, et je crois que que ce soit dans l'éducation comme dans la culture, les ministres, etc., en sont de plus en plus conscients, et j'ai l'impression que les choses vont bouger. Après, il y a aussi le marché de l'art. Alors là, l'argent, la spéculation, les ventes aux enchères. Et effectivement, ça va être difficile de déloger des gens qui vendent des bananes à 200 000 €, parce qu'ils seraient bien cons de ne pas continuer. Ouais, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on arrive à montrer que les grands artistes figuratifs, narratifs, sont les grands artistes depuis toujours, et qu'aujourd'hui, ils sont dans la bande dessinée, dans l'animation, dans le jeu vidéo.
Eh ben, j'ai été vraiment ravi de mettre toute la lumière sur la mission qui s'est donnée à Art Ludique. Merci. Est-ce qu'il y a une date claire d'ouverture du musée aujourd'hui ou est-ce que c'est dans le courant de l'année 2021 ? En fait, on est aujourd'hui sur septembre 2021. D'accord. J'attendrai moi personnellement avec impatience l'ouverture de ce musée. On va communiquer, on tiendra, on mettra évidemment toutes les informations, on tiendra tout le monde au courant sur l'ouverture du musée. Super. Eh bien, merci beaucoup Diane et Jean-Jacques. Merci beaucoup de votre bientôt. soutien et de votre intérêt. Merci pour tout. Merci. Incroyable parcours, n'est-il pas ? Si ça vous a plu, parlez-en donc autour de vous et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir qu'il vous est utile et inspirant. Quant à la grosse annonce que je vous avais promise, c'est que ce podcast, malheureusement, s'arrête là. Fin de saison 2, mais aussi fin du podcast où j'espère plutôt pause à durée indéterminée. Je réfléchis à la façon dont je peux allier ma vie personnelle, professionnelle et mes loisirs. Et ce podcast, typiquement, rentre plutôt dans la case loisirs. J'envoie donc un énorme merci à tous les Patreons qui m'ont soutenu. Et vous êtes, assez peu nombreux, mais nécessaires et malheureusement insuffisants, comme vous pouvez l'imaginer. Je remercie aussi les plusieurs centaines de personnes qui m'ont témoigné de leur soutien par email, sur Instagram ou encore sur Apple Podcast. Vos retours ont été une grosse partie de mon carburant. Merci aussi à toi, auditeur régulier ou même auditeur singulier qui a vu évoluer ce podcast d'un amateurisme certain à un professionnalisme douteux. Je remercie évidemment tous les invités qui ont accepté de venir parler d'eux alors que ce n'est pas toujours évident quand on préfère le dessin à la parole. Ce fut pour moi une aventure inattendue mais tellement enrichissante qu'évidemment je pense à la suite. Et j'espère qu'elle existera un jour, cette suite. Heureusement, il y a aujourd'hui pléthore de podcasts qui traitent de la création, en tout cas bien plus que lorsque j'ai commencé, et ça augure de très beaux jours d'écoute. Allez, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Ciao. I absolutely refuse